Tout d'abord, je voudrais remercier Madame le docteur Lucie Fromont qui vient d'Orléans. On l'a sollicitée, on la remercie, elle ait accepté de nous rejoindre à Lille pour parler d'une technique que l'on connaît bien dans le contexte réanimation et qui petit à petit s'est imposée dans nos blocs opératoires. On parle en cela de l'oxygénothérapie à haut débit et plus particulièrement dans le cadre des procédures anesthésiques. Docteur Fromont, vous avez la parole et encore tous mes remerciements d'être présente avec nous ce jour. Vous m'entendez bien. D'abord, merci aux organisateurs pour leur invitation et pour leur accueil chaleureux à ces journées lilloises d'anesthésie et réanimation. Donc, je suis le docteur Fromont. Après quelques années en réanimation médicale, j'exerce maintenant de manière exclusive l'anesthésie dans une structure privée à Orléans. J'ai eu la chance de mener en fait un essai multicentrique sur l'usage de l'Optiflow et de l'OHD avec le modèle Optiflow dans les endoscopies digestives, et maintenant je m'intéresse un petit peu plus au champ d'application dans le reste du bloc opératoire. Donc aujourd'hui on va voir justement l'usage qu'on peut en faire per procédure, principalement en bloc opératoire et un petit peu on va voir en réa, à la lumière de la littérature et aussi d'un retour d'expérience clinique. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt, donc on va commencer par un focus rapide sur la technique en elle-même puisque je pense qu'elle est bien connue de vous tous désormais. Son coût, qui je pense est indispensable à une réflexion sur son usage, aux propriétés qu'on lui octroie, et notamment l'effet PEP et d'éventuelles conséquences hémodynamiques. Ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet avec un petit tour d'horizon des procédures réalisables sous OHD, donc comme je l'ai dit, principalement en bloc opératoire, mais aussi pour des procédures qu'on peut faire en réa. Ensuite, on s'interrogera sur le fait que ça peut probablement nous poser des questions sur notre exercice anesthésique lors de l'induction chez des patients, on va dire, standards. Et finalement, on verra ce qu'on peut en tirer pour la pratique. Donc en 2025, je reviens assez rapidement sur la machine, la technique en elle-même. Volontairement, je ne vais pas parler des dispositifs dédiés à la réanimation, à la ventilation en réanimation, puisque ce sont des dispositifs un peu plus sophistiqués, avec notamment des réglages plus fins et puis des changements de circuit qui ne sont pas les mêmes. Donc on va focuser sur l'OHD usage bloc opératoire, à savoir des machines simplifiées, avec des débits pouvant aller jusqu'à 70 litres par minute, des FiO2 plus ou moins réglables ou bloqués à 100% pour un usage plus simple. Vous le connaissez probablement, le plus répandu est l'Optiflow de chez Fisher & Paykel, avec un modèle dédié au bloc opératoire qui est le modèle Thrive pour Transnasal Humidified Rapid Insufflation Ventilator Exchange. Je me permets de vous redonner l'acronyme parce qu'il est vraiment souvent cité dans les publications. Je n'utilise pas personnellement le dispositif d'Intersurgical qui est le iFlow, mais sachez qu'il existe et donc je laisse aux gens qui l'utilisent vous compter ses éventuels atouts. Nous, on a choisi le modèle de Fisher & Paykel, déjà parce qu'ils étaient les premiers sur le marché, et puis surtout parce que l'interface est beaucoup plus intuitive, qu'il y a une gamme d'accessoires qui est non négligeable, avec des canules notamment qui vous permettent de suivre qualitativement la capnie, de ventiler un patient au masque pendant l'oxygénothérapie, et puis un dispositif aussi qui nous permet, une fois le patient SSPI, de brancher au niveau du filtre un petit tuyau à O2 standard pour une prise murale et pour continuer l'oxygénothérapie standard sans avoir à changer les canules. Le prix, je vous spoil d'emblée puisque ça me paraît assez intéressant de l'avoir à l'esprit pour la réflexion. Ce sont évidemment des fourchettes de prix puisque, comme vous le savez, dans nos centres, les prix dépendent des marchés qu'on a, avec des fournisseurs, des quantités commandées. Néanmoins, on est aux environs de 30 € pour les canules standards. Avec Capno, ce sera un petit peu plus cher, et encore un petit peu plus cher pour les canules qui permettent, les canules Thrive, qui permettent la ventilation au masque. Et puis vous aurez également un kit de circuit à changer une fois par semaine qui vous coûtera une centaine d'euros, donc qui est plus ou moins amorti suivant évidemment le nombre de patients que vous faites par semaine.
Donc si vous comparez évidemment à des dispositifs type masque à oxygène standard ou masque laryngé ça doit être à peu près 10 € de moins, c'est sûr qu'on peut se dire oh mon Dieu, ça double le coût. Après moi c'est ce que je martèle toujours, c'est que quand on prend un peu de recul et qu'on regarde les prix des dispositifs chirurgicaux qu'on utilise, voire qu'on n'utilise pas et qu'on jette quotidiennement au bloc opératoire, ça me semble en fait un petit peu anecdotique au regard de la sécurité que ça peut nous apporter. Concernant l'effet PEP, donc vous voyez que, grosso modo, dès qu'on met 10 litres par minute de plus de débit sur l'OHD, on gagne à peu près 1 cm d'eau d'effet PEP, à condition, bien sûr, que la bouche soit fermée. Parce que vous voyez que dès que la bouche est ouverte, on perd au moins la moitié, voire pour les faibles débits, tout l'effet PEP de l'oxygénothérapie. Donc attention à ça. Le débit de l'oxygénothérapie à haut débit permet en fait donc d'augmenter la résistance expiratoire chez nos patients, donc de majorer l'expiration, donc de baisser la fréquence respiratoire, la ventilation minute et le travail respiratoire global. Donc l'OHD permet vraiment une amélioration de l'efficacité ventilatoire et du confort respiratoire, à condition donc d'avoir une bouche fermée. Et évidemment, il y a des variations interindividuelles selon les individus, la taille des canules et l'existence ou non de fuite. Quand des études ont regardé justement les volumes pulmonaires, surtout en réanimation, que conférait l'oxygénothérapie à haut débit, on a de la chance parce qu'ils ont aussi regardé beaucoup de paramètres hémodynamiques. Et donc en réanimation par exemple, alors c'est des petits effectifs, mais sur 22 patients en post-extubation d'SDRA qu'on met sous Optiflow, on voit qu'il n'y a pas de modification des paramètres hémodynamiques type PA, fréquence cardiaque, etc., ni de certains biomarqueurs cardiaques qu'ils ont regardés comme le BNP. En post-extubation de chirurgie cardiaque, pareil, 20 patients, il n'y avait pas d'effet hémodynamique majeur avec des débits cardiaques globalement stables. Et finalement, une autre étude avait regardé aussi chez des patients NYHA3 stables et qui montrait qu'il y avait un effet petite PEP, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on majorait le débit, plus la veine cave s'amincissait, mais que tout ça était résolutif quand on coupait l'oxygénothérapie, et puis que ça n'induisait pas de modification à l'ETT ou au niveau des paramètres dynamiques. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que pas de conséquences hémodynamiques majeures notables pour nos patients qu'on met sous OHD, à mon sens. Et donc c'est parti pour un petit tour d'horizon des procédures réalisables sous OHD. Vous pouvez l'utiliser à mes yeux donc deux topiques, la sédation profonde, soit c'est une procédure pour laquelle une locale ne va pas suffire, pour laquelle une locale n'est pas suffisante, n'est pas accessible, comme les endoscopies digestives. Une procédure pour laquelle vous auriez souhaité monter la sédation, mais en fait l'environnement respiratoire, ventilatoire ne vous permettait pas de le faire en cas d'hypoventilation ou d'apnée, ou des procédures pour lesquelles les opérateurs ou les patients ont besoin vraiment de relâchement et de confort. Et par ailleurs, un autre topic qui est donc l'oxygénation apnéique, avec le contexte de l'intubation-ventilation difficile, et puis l'accès aux voies aériennes, les gestes ORL, dont je vais un petit peu moins parler. Donc pour les endoscopies digestives, maintenant la littérature est bien fournie, plus trop de discussions, on peut même avoir des méta-analyses qui nous permettent de conclure que effectivement son usage réduit significativement l'épisode d'hypoxémie en comparaison de l'oxygénothérapie standard, qu'elle augmente la SPO2 minimale, qu'elle diminue les interventions sur les voies aériennes supérieures, que l'effet est plus marqué lors de procédures qui sont prolongées comme les CPRE ou chez des patients à risque, qu'aucune différence significative sur l'hypercapnie, la durée de procédure ou les complications majeures n'ont été notées, et que, point vraiment non négligeable, il y a un confort patient et opérateur qui est souligné. Donc pour qui vous allez en mettre? Pour les patients aux facteurs de risque de désaturation, à savoir dès qu'ils ont plus de 60 ans, une pathologie cardiaque, respiratoire, un score ASA supérieur ou égal à 2, un IMC supérieur ou égal à 30, un SAES diagnostiqué ou suspecté. Et pour les paramètres, la petite recette de cuisine, il n'y en a pas vraiment, ça varie suivant les publications, mais vous allez commencer avec un débit de 20-30 litres avant l'induction, et puis vous allez monter votre débit une fois le patient endormi, et la FiO2 sera, alors dans ces publications-là, elle était titrée, mais maintenant elle peut rester à 100% le long de la procédure.
Pour les endoscopies bronchiques, c'est un petit peu moins clair. Disons qu'il n'y a pas, en tout cas dans la littérature, d'amélioration de la SpO2 en utilisant l'OHD versus O2 standard. Néanmoins, il y a quand même moins d'ajustements de la part de l'anesthésiste de l'oxygénothérapie, une baisse de la fréquence respiratoire, surtout pour les procédures EBUS. Il y a une bonne satisfaction opérateur, et puis pas de différence nette sur la CAPNI en comparaison de l'O2 standard. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats ? C'est probablement que, par définition, dans les endoscopies bronchiques, contrairement aux coloscopies, la bouche est quand même ouverte et le bronchoscope en place, donc on va perdre beaucoup de l'effet PEP de l'optiflow. Et donc, on peut quand même se dire qu'il est raisonnable de le mettre sur des patients à haut risque, qui sont soit hypoxémiques de base, SAOS ou obèses, qui ont besoin d'FiO2 élevé, des procédures qui peuvent être longues. De la même manière, au niveau des paramètres, vous vous adapterez aux patients, mais ce sera entre 40 et 60 litres par minute avec une FiO2 titrée. Donc, ce qu'on retient de la littérature, c'est que les préconisations, c'est quand même l'O2 standard pour la plupart des bronchoscopies sous sédation consciente. Personnellement, ce n'est pas ce que je fais au quotidien, mais c'est ce que la littérature nous fournit. Concernant l'échographie cardiaque transœsophagienne, la littérature n'est pas encore bien fournie. On a un essai randomisé de 226 patients qui avaient une insuffisance mitrale, qui bénéficiaient d'une ETO sous propofol. Il notait une baisse de l'hypoxie et de l'hypoxie sévère, mais ce qui est un peu embêtant, c'est que le groupe contrôle dans cette étude, ils ont de l'O2 à 2 litres par minute, l'O2 standard 2 litres par minute, donc c'est pas vraiment difficile de faire mieux que ça, sous propofol. Et un autre essai randomisé monocentrique avec 60 patients un peu plus âgés, 60-75 ans, des ASA2, qui ont donc des benzos et du Sufenta pour leur ETO. Il montre quand même qu'il y a une baisse d'incidence de l'hypoxie sévère et une très nette diminution des manœuvres mandibulaires et que la SpO2 minimale est plus élevée. Donc c'est quand même assez encourageant pour en tout cas continuer les recherches, les études dans l'échographie transœsophagienne à mon sens. Concernant la cardiologie en règle générale, je trouve qu'on n'a pas encore d'études assez solides, assez robustes, et donc il y a les 2 études dont je vous ai parlé qui sont dans ce tableau. Et par ailleurs, pour tout ce qui est électrophie, ablation de FA, etc., à mon sens, c'est vraiment pas les bons candidats pour leur... pas toujours les bons candidats pour leur mettre de l'oxygénothérapie à haut débit, parce que c'est des procédures dont on ne sait jamais vraiment combien de temps elles vont durer, des patients plutôt fragiles. Je trouve que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle et qu'il faut mieux décharger sa charge mentale en mettant un masque laryngé ou un tube dans ce genre de procédure. Concernant certaines procédures chirurgicales, l'OHD peut vous être d'une grande aide si vous faites de la chirurgie thoracique sans intubation. Alors je sais que ce n'est pas forcément le quotidien de beaucoup de gens ici, mais si vous faites tout ce qui est talcage ou biopsie pleurale, donc on s'entend, c'est des chirurgies quand même très superficielles, mais il y a des centres qui font ça sous bloc paravertébral ou péridural, et puis associé à un complément et puis une locale du chirurgien. Et donc en fait, l'OHD va vous permettre vraiment de faire un complément évoque chez votre patient pour qu'il soit beaucoup plus détendu, et les opérateurs évoquent le fait que c'est vraiment beaucoup plus simple pour eux d'opérer dans ces contextes-là. Et en chirurgie thoracique, c'est assez simple. Dès qu'on a plus de 65 ans, on rentre dans les patients qui ont des facteurs de risque de désaturation. Donc, dès 65 ans, il est à peu près légitime de leur proposer l'OHD pour ce genre de procédure. Pour ceux qui pratiquent la chirurgie thoracique un peu plus classique, avec intubation sélective, moi je trouve que c'est une aide incroyable pour l'intubation, parce que ça va vraiment nous permettre de gagner du temps sur des intubations sélectives qui sont parfois un petit peu longues. Et je trouve que depuis qu'on a le vidéo et l'optiflow, ça a révolutionné, moi ça a changé la donne, je trouve, des intubations sélectives chez des patients un petit peu compliqués, qui parfois ont déjà des lobes en moins, qui ont un épanchement jusqu'à mi-champ, donc qui n'étaient pas trop stables, et je trouve qu'on est bien plus détendu.
Une autre procédure que j'ai mis chirurgicale entre guillemets parce qu'il s'agit de l'hystéroscopie et une étude qui s'est dit ils ont pris 180 patientes, donc des patients typiques d'hystéroscopie, donc 180 patientes à 1 et 2, des hystéroscopies courtes, probablement ambulatoires, et ils se sont dit peut-être que finalement essai de non-infériorité OHD versus masse laryngée pour toute la chirurgie. Et ils ont trouvé que en fait, l'OHD était aussi efficace que le masque laryngé pour l'oxygénation, qui avait certes une petite hypercapnie, mais qu'elle était vraiment acceptable étant donné les durées d'intervention, et que les patientes notaient une bien meilleure tolérance au niveau des phénomènes post-opératoires type toux, gêne laryngée, avec des différences significatives. Et donc, pour des patientes qui viennent en ambulatoire, je trouve que c'est assez intéressant de leur proposer un degré de satisfaction meilleur si par ailleurs on estime que c'est vraiment pas plus dangereux de leur faire de l'optiflow. Une petite slide de retour d'expérience des procédures que personnellement j'ai menées en réanimation. Alors évidemment, vous allez bien choisir vos patients parce qu'il n'y a pas de protocole, il n'y a pas trop de publications là-dessus. Donc à condition de bien choisir vos patients, vous pouvez tout à fait faire des réflexions de pansement en réanimation. Je pense à des pansements de type VAC, les premiers des fois sont un petit peu algiques, mais des pansements de toutes sortes. Des poses de gastrostomie au lit, des biopsies diverses, qu'elles soient sous échographie, en chambre ou au scanner, et des gestes sous scan. Concernant l'oxygénation apnéique, donc maintenant il est clair et indiscutable que l'OHD prolonge clairement le temps d'apnée toléré, surtout chez des patients type SAOS ou obèses, et que en revanche l'impact sur les complications graves type IOT raté, arrêt cardiaque, mortalité, lui n'a pas été démontré puisque les études n'étaient soit pas dimensionnées pour ça, soit pas faites pour montrer ça. Et que dans le contexte du bloc des procédures d'intubation, ventilation difficile, alors n'oubliez pas que l'OHD ne ventile pas, donc si vous avez des voies aériennes obstruées, bien évidemment, mettre de l'OHD ou non, ça ne va pas faire que l'oxygène va plus ou moins diffuser, que dans ces contextes, l'hypercapnie est complètement acceptable, donc voilà, ça ne doit pas être quelque chose qui doit vous embêter, que ça nécessite quand même une organisation, donc à mon sens, l'optiflow, matériel d'OHD doit toujours être prêt au bloc opératoire en cas d'urgence, qu'on va surtout l'utiliser chez des patients aussi obèses, qui SAOS, des grossesses avec des AG en urgence, alors c'est pas évident parce qu'il faut vraiment que la machine soit prête à faire feu, mais on peut se dire que ce serait quand même pas idiot d'avoir une machine à OHD devant la salle de César en urgence en cas d'AG. Pour des patients qui auraient des soucis anatomiques, des voies aériennes connues, des tumeurs ORL, une intubation éveillée prévue ou une possible intubation prolongée. Et de nombreuses sociétés nous disent que maintenant il faut vraiment l'intégrer de manière évidente dans tout ce qui est protocole de voie aérienne accès difficile. Concernant le fait que potentiellement ça peut nous amener à des réflexions sur des nouvelles pratiques, cette étude que je trouve assez intéressante sur un essai randomisé qui a comparé l'OHD et le masque facial pour tout ce qui est induction. Là, c'était des patients qui allaient bénéficier d'une cholécystectomie célio. Et donc, plutôt que de faire la préox classique, les 2 minutes de ventilation avant l'IOT, il y a donc un groupe qui a fait ça, et l'autre groupe qui a fait 5 minutes de préox à l'OHD, en l'occurrence l'optiflow, et puis 2 minutes sans ventilation avant l'intubation. C'était un petit effectif, il y avait 30 patients. Ils ont regardé quoi? Ils ont fait des échos gastriques pour voir s'il y avait de l'insufflation gastrique. Ils ont fait des dosages de pepsine sous ces suces glottiques. Et ils ont fait des gaz du sang. Ils ont montré que la PaO2 avant l'intubation, il n'y avait pas de différence significative, que ça réduisait l'insufflation gastrique, le reflux et les phénomènes de microaspiration. Et que ça prolongeait très nettement le temps d'apnée. Cette fois-ci, une méta-analyse sur le même sujet qui regroupe 20 essais avec à peu près 400 patients dans chaque bras et qui montre que effectivement, la PaO2 post-intubation est plus haute dans le groupe OHD, que sans surprise, on a majoré le temps d'apnée sécurisé, et puis qu'il y avait moins de désaturation et moins d'insufflation gastrique dans le groupe OHD.
Donc, est-ce à dire qu'il va falloir que, pour certains patients, peut-être, on fasse de l'OHD en préoxygénation jusqu'à l'intubation? Eh bien, pourquoi pas, avec des patients, évidemment, comme d'habitude, bien choisis. Donc là, ça va être plutôt des patients, on va dire, simples. Ça va nous permettre d'avoir les mains libres. Ça va nous permettre de poursuivre l'OHD per laryngoscopie, ce qui n'est pas négligeable, ne plus gérer le problème de fuite, et surtout pour des patients qui seraient un peu claustrophobes, une fois que le masque est bien occlusif, ça peut être intéressant, et ça leur permet également de nous parler pendant l'induction s'ils ont des choses à dire, hein, parce que comme vous le savez, souvent ils parlent et puis on ne comprend rien avec le masque. Bon, ça peut être un peu stressant pour eux, donc pourquoi pas. Donc en pratique, et peut-être s'il y a des jeunes internes, donc voilà, vous ferez votre idée sur la manière dont vous voulez manier l'Optiflow, puisque de toute façon, vous adapterez aux patients, mais vous pouvez considérer que vous pouvez commencer avec un débit de 20 à 40 litres par minute, que vous expliquez bien à votre patient le débit, le réchauffement, l'humidification, que vous allez progressivement monter ça, et qu'au niveau de l'induction, dès que le patient perd son réflexe hilaire, et ben vous allez monter le débit à 60 litres par minute, sans aucun scrupule, pour les procédures, et puis vous pouvez laisser tout à fait une FiO2 à 100% le long de la procédure. Et quand petit à petit vous apprendrez peut-être, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes internes, mais à gérer un peu votre anesthésie, et au moment en fait de la fin de procédure, hein, dès que la reprise d'une respiration spontanée efficace est là, eh bien vous pourrez facilement couper l'OHD et puis faire un relais par O2 standard. Voilà. Au quotidien, c'est vrai que moi j'utilise très peu l'OHD en SSPI, hein, c'est plutôt exceptionnel, on s'arrange toujours pour que la respiration soit comme on souhaite en sortant de salle d'intervention. Donc en pratique, eh bien, l'OHD, évidemment, à condition de vraiment bien sélectionner ces patients. Donc vous allez prendre des patients qui ont des facteurs de risque de désaturation pour tout ce qui est procédure. Et puis si vous voulez l'utiliser pour tout ce qui est induction anesthésique, dans ce cas, ce sera plutôt des patients, je pense, sans facteur de risque. Il faudra aussi bien sélectionner vos procédures. Je pense qu'au-delà de 30 minutes, le bénéfice de mettre de l'Optiflow propofol, il s'effondre un petit peu, et autant mettre un masque laryngé ou un tube pour être tranquille. Il faut aussi, vous pouvez sélectionner des procédures dès que vous avez aussi besoin d'une sédation pour le confort et l'efficacité, hein. Vous pouvez penser à ce genre d'anesthésie. La machine doit, à mon sens, toujours être disponible au bloc opératoire, que ce soit pour de l'urgence ou pour du programmé finalement mal évalué ou évalué différemment à la consultation pré-anesthésique. Et retenez bien que, que le doute profite à l'OHD. Donc, c'est-à-dire que si vous hésitez entre l'O2 standard et l'OHD, probablement qu'il faut mettre de l'oxygénothérapie à haut débit. Par contre, si vous doutez entre de l'OHD et une intubation, probablement qu'il faut intuber votre patient. N'hésitez pas à discuter du rapport coût-bénéfice avec votre établissement pour que en fait, vous n'ayez aucun scrupule à utiliser ces dispositifs de manière un petit peu libérale. Et évidemment, ça ne dispense pas d'une utilisation raisonnée de nos drogues d'anesthésie et d'une bonne surveillance clinique. Merci de votre attention.